Bonjour tout le monde, nous allons attendre quelques secondes et permettre à nos collègues et nos amis de nous rejoindre. C'est un grand plaisir de voir tout et chacun de vous ici. Merci d'avoir pris de votre temps afin de pouvoir participer à cette réunion. So, soyez tous les bienvenus. C'est un grand plaisir de voir tout et chacun de vous ici. Je me nomme Amia Ketia et je suis de l'école de l'hygiène et de la médecine tropicale. Et c'est un grand plaisir d'être ici avec tout et chacun de vous. Ici, bon, là, là, nous allons passer notre temps pour parler un peu du sondage de la violence contre les enfants. Nous allons parler et entendre certaines entités ici, c'est les structures de vaccins. Je vais donner la parole à certaines chercheurs en carrière qui ont passé les 6 derniers mois pour mener des sondages dans les différents pays afin de pouvoir voir, c'est-à-dire essayer de communiquer des questions clés qui sont connectées à la violence et certains résultats qui ont vu le jour de par leur expérience en matière de violence. Donc, avant que nous ne sans plus attendre, j'aimerais vous dire au fait que nous avons aussi une interprétation disponible juste au bas de votre écran. Nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Et donc, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton et vous pourrez ainsi participer. Et nous allons mettre cela dans la boîte à discussion pour les collègues qui jusque-là nous ont pas rejoints. Alors, soyez tous les bienvenus. Je pense même qu'avant que nous ne commencions, avant que mon professeur Charles, aimerais, nous aimerons- elle vous parlera un peu de ce que nous avons fait au cours des quelques derniers mois. Donc, est-ce que vous aimeriez bien le faire, Charles? Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus à cette session. Je m'appelle Charles Obando et je suis statisticien de par ma formation et j'ai travaillé dans l'unité, disons, de essais cliniques à l'école tropicale de Londres, et avec ma collègue Georges, nous avons co-conçu ce cours sur l'analyse de données utilisant les sondages VAX. Notre accent s'était mis sur, c'est-à-dire essayer de donner aux apprenants des compétences qui visent, c'est-à-dire l'analyse, de l'analyse c'est-à-dire l'étude des conception du vague. Et nous espérons que les compétences qui dériveront de ce cours pourront, c'est-à-dire être une valeur ajoutée à leur expérience des chercheurs et ça contribuera à leur travail en matière de plaidoyer et concernant les questions de violence contre les enfants. Aujourd'hui, nous allons entendre beaucoup, c'est-à-dire de la part des participants, des hôtes, ont qui ont participé au processus d'apprentissage et ils donneront également des témoignages au regard de tout ce qui s'est pu se passer au cours de ces derniers mois. Donc, merci beaucoup, chers collègues. J'aimerais dire trois choses. Premièrement, j'aimerais exprimer notre gratitude du fond du cœur à tous les jeunes gens à travers les pays qui ont participé au sondage de la violence contre les enfants. C'est vraiment difficile. C'est fait preuve de bravoure de parler de son expérience un chercheur. Sans cela, on va ici, sans cela, nous ne serons même pas en mesure de pouvoir parler des questions empiriques, essayer de prévenir, répondre à la violence à l'endroit des enfants. Donc, j'aimerais reconnaître cela et reconnaître que toutes les histoires que vous entendez ici aujourd'hui sont en raison du fait que des personnes viennent réelles et dans des endroits réels, on parle de l'expérience, on regarde la violence, mais toutes les agences et institutions, ici aussi, le gouvernement national, les activistes et les activistes, c'est-à-dire tous les grands pays où il y a eu ces sondages pour avoir permis de voir ces données et d'avoir permis de pouvoir avoir une visualisation de la situation. Je veux remercier tous
c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont eu le courage de pouvoir suivre ce cours afin de pouvoir créer également le corps, c'est-à-dire de support, c'est-à-dire comment est-ce que nous partons de la façon de la violence à pouvoir faire télécharger, disons, des bases de données, ou plutôt des données afin de pouvoir prendre raconter des histoires et parler des choses de manière, dans leur acception. Donc c'est pourquoi nous avons ce grand honneur de pouvoir, c'est-à-dire participer à cet événement, de sorte à pouvoir apprendre au regard de toutes les actions qui ont été menées. Et nous partageons tout cela avec vous, parce que nous espérons que cela vous inspirera, vous aidera à pouvoir entamer votre voyage avec le vague. Et donc, ceci étant dit, permettez-moi de pouvoir alors donner la parole à Andrews afin de nous parler un tant soit peu de ce qu'on entend par vague, c'est comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et pourquoi est-ce que dans ce moment-là, nous essayons de globaliser l'action globale, l'activisme et le plaidoyer pour prévenir la violence. Ce sont des éléments qui sont très importants. Donc, merci, Andrés. Alors, merci beaucoup et je suis vraiment content d'être ici avec tout et chacun de vous. Je vais juste passer quelques minutes parce que j'aimerais vraiment donner l'opportunité à nos collègues qui ont suivi cette expérience de vaccination de pouvoir présenter leurs données. L'objectif de ma petite présentation est juste pour vous familiariser avec la structure générale du sondage, c'est-à-dire comprendre que ces sondages sont un peu différents dans certains pays, c'est-à-dire ils ont fait l'objet d'adaptation dans chaque pays et donc, vous verrez certaines différences entre elles. Toutefois, c'est-à-dire le niveau d'information qu'ils ont est le même. Donc, voici les sources les plus grandes de données sur la violence contre les enfants dans le monde. Et donc, ils représentent environ 10% de la population mondiale des enfants globalement. C'est-à-dire, ils sont vraiment très brefs, ils vont en profondeur dans les expériences des personnes à travers leur enfance et leur jeunesse. Cela donne une très grande opportunité pour pouvoir faire une évaluation des informations et également un alignement avec l'objectif de développement durable où ils essaient de pouvoir répondre à différentes formes de violence contre les femmes, les enfants et également réduire éventuellement ces formes de violence. Et donc, quels sont les objectifs de ces sondages? Le sondage, de par son essence, essaie de pouvoir faire l'évaluation de la violence et son contexte de manière plus générale, de collecter des informations sur ceux qui en sont l'auteur et également les victimes de ces violences-là, et le contexte au sein duquel la violence a lieu. Cela se focalise sur les enfants, l'adolescent et les jeunes adultes. Et nous avons posé la question directement de par à ces individus. Nous avons également évalué les ramifications du point de vue sanitaire de ces violences, comme la santé mentale, les maladies sexuellement transmissibles et d'autres comportements adverses. Nous avons également d'autres facteurs, c'est-à-dire dans les communautés ou bien les facteurs protectifs, tels que la connexion, la communication avec les amis, les parents, les réseaux de personnes autour de des individus. Aussi bien que faire l'évaluation de l'utilisation du service, alors que une personne a été rendue victime de victime. Mais est-ce que les personnes ont accès à des services? Où est-ce qu'ils vont? Ouais, où est-ce qu'ils ne vont pas? Donc, demander dans certains des avantages, par exemple, nous avons des modules et VIH, des tests VIH, donc nous avons des programmes de prévention de VIH et certaines politiques dans certains endroits. Dans un autre sondage, nous avons remplacé le module de VIH par des modules de migration, c'est-à-dire là, nous avons besoin de comprendre le lien entre la violence et la migration. De l'une des sondages, c'est-à-dire de vaccins, c'est-à-dire ça, c'est en termes de méthodologie, c'est-à-dire ce sont des sondages de ménage national, hein, des sondages de ménage nationaux, c'est-à-dire on a pris des femmes, des jeunes hommes, et des hommes et des femmes de 13 à 24 ans. Donc c'est un module bivalent, c'est-à-dire nous choisissons, c'est-à-dire c'est-à-dire nous choisissons une communauté, nous choisissons des ménages et nous choisissons des individus de manière aléatoire qui participeront. Et donc, ceci a été mené par des institutions au niveau pays. C'est conséquent, c'est-à-dire en termes de protocole, en termes de formation, c'est-à-dire, ils nous répondent, ils nous parlent des expériences en termes de violence et nous devons répondre également à leurs expériences et leur offrir, c'est-à-dire les services qu'il faut. Et lorsqu'ils le veulent, nous aurons également des conseils et des tests en matière de VIH/SIDA. Et ici, vous pouvez voir également, et ici, il y a également les résultats également, c'est-à-dire l'échantillonnage se fait séparément, hommes et femmes, pour éviter tout lien potentiel entre auteurs de violence et les victimes dans le même endroit géographique.
Et donc, cela répond à différents sujets, comme je l'ai dit, la violence physique, la violence sexuelle, la violence de nature émotionnelle, les facteurs de risque et les caractéristiques démographiques, les résultats en matière de santé, les comportements de prise de risque, les comportements de tests de VIH, des attitudes de gens et l'histoire en matière de migration et l'historique en matière de migration. Et donc, ces questions sont adaptées en fonction des classifications nationales administratives, comme telles qu'elles se présentent dans chaque pays, aussi bien qu'adaptées à toutes les différentes caractéristiques linguistiques dont un pays peut disposer et en faire la catégorisation alors que en fonction de la nécessité que le pays présente. Il y a il y a certaines organisations spécifiques. Nous travaillons avec plusieurs institutions, mais cela est mené par le gouvernement du pays. Mais cela travaille avec une variété, avec d'autres agences, d'ailleurs des agences des Nations Unies, des agences multilatérales, bilatérales, des agences de financement, la société, l'organisation de la société civile, les universités et d'autres ministères. Et cela constitue un groupe de travail multisectoriel. C'est très important parce que tous ces différents secteurs seront très importants dans la réponse à la question de la prévention des violences dans une configuration particulière. Donc, nous avons planifié le sondage dans la partie supérieure de cette présentation. Nous avons planifié avec le pays, nous avons planifié et avec les données, nous ne nous arrêtons pas à la collecte de données. C'est-à-dire, nous faisons une collecte, c'est-à-dire, nous engageons avec comme on le dit, c'est-à-dire un processus de collecte de données. Donc, ici, nous avons des recommandations qui sont prises par pays et nous avons une vulgarisation de ces données-là avec ces données. L'idée ici est de créer des plans d'action nationaux, c'est-à-dire si besoin, et renforcer les politiques existantes si elles sont là, afin de pouvoir créer, c'est-à-dire des réponses plus compréhensibles. Donc, les caractéristiques clés et les éléments portants de la violence contre les enfants et l'adolescent. C'est-à-dire, ce sondage en question, c'est que les données de ce sondage-là sont collectées pour des faits d'action. Donc, la plupart des présentateurs que vous avez ici parleront de leur expérience, du potentiel, c'est-à-dire de l'utilisation de leurs résultats est important et est pertinent et on en a besoin afin de pouvoir s'engager dans beaucoup plus de discussions avec des gouvernements au niveau des gouvernements spécifiques ou de répondre aux questions portant sur la violence dans configuration où elle se trouve. Donc, dans ces endroits-là, nous avons une variété d'endroits, comme vous pouvez le voir en différentes couleurs. Et en rouge, c'est là où nous avons terminé les sondages. En bleu, c'est là où nous faisons une répétition. Ceux qui sont en vert, c'est-à-dire là où nous sommes présentement en train de travailler, ou soit en train de collecter des données, ou bien en train de préparer. C'était un rapport sur ces données en question. Et donc, il y a un spectre large de régions dans le monde. Et donc, ici, nous pouvons même étendre, et voilà, c'est l'idéal, nous aimerons même explorer plus de régions dans le monde, mais jusque-là, vous pouvez le voir, cela couvre c'est-à-dire une masse de population à l'échelle mondiale. Et donc ici, j'aimerais finaliser cette partie finale de la présentation, il y a différentes stratégies spécifiques que j'ai mentionnées. Nous utilisons des données pour l'action, des données pour la mise en œuvre de stratégies. Et donc, généralement, nous utilisons ces données sur lesquelles nous appuyons sur le cadre Inspire. Le cadre Inspire est un outil qui capture, c'est-à-dire qui prend en compte plusieurs différentes interventions en 7 stratégies qui forment le Inspire. Donc, vous pouvez avoir des réponses qui sont des réponses d'ordre juridique, vous pouvez avoir des interventions qui ont à voir avec des normes, les valeurs, la sécurité de l'environnement. Cela répondre aux questions portant sur les parents et les tuteurs, c'est-à-dire donne aux familles l'appui qu'il faut, c'est-à-dire améliore la réponse en matière au niveau des services d'appui après c'est-à-dire de la période post-violence. Et cela permet de pouvoir y former des actions. Et donc, ce cadre est c'est-à-dire à plusieurs autres outils qui ont d'autres paquets techniques qui vous permettent de pouvoir soit adapter des interventions pour les faits de mise en œuvre dans un endroit particulier, assurer un suivi, faire une évaluation de ces informations et donner certaines lignes directrices pour cela. Et il y a certaines lignes directrices en faveur de l'adaptation des interventions ou un échelonnage, c'est-à-dire une extension du domaine d'intervention. Donc, j'aimerais terminer cette présentation en disant que les données qui sont collectées et qui sont analysées sont les données qui doivent être utilisées pour l'action afin de pouvoir ainsi réduire non seulement
communiquer les résultats, mais également afin de pouvoir s'engager avec des preneurs de décision et réduire éventuellement la violence, le poids de la violence contre les enfants à l'échelle mondiale. Merci. Et donc, notre première présentation vient de Curie. C'est un expert, c'est un public un chercheur qui travaille dans le cadre de l'implémentation des programmes ICGL, une organisation non gouvernementale basée en Nairobi au Kenya. Son expertise est dans le domaine de la prévention de la violence et il a mené des recherches au regard de la violence physique au Kenya. Donc, je donne la parole à Anne. Merci beaucoup, Judy. Juste pour confirmer que vous arrivez à voir mon écran. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je me nomme Monsieur Kishi. Je travaille dans le programme de prévention de la violence en Nairobi, Kenya. Et je voudrais partager ma zone de focus. Là, on parlait de l'association des- c'est-à-dire c'est-à-dire le soin apporté au regard des soins psychologiques. Donc ça, c'est juste un contexte au regard de la définition. C'était quelque chose qui a été élaboré par l'OMS, qui provient d'un document de l'OMS. C'est une, c'est un mal, ou plutôt c'est dans d'autres configurations où des enfants se réunissent, ou même c'est-à-dire en ligne. Donc ici, nous avons environ approximativement, c'est-à-dire la moitié des enfants des élèves âgés de 13 à 15 ans à travers le monde qui, de par cet rapport, sont soumis à certains processus de cette violence des pères. Donc, l'environnement, au fait, académique est un domaine quand même qui est assez particulier où nous avons une présentation, forte présence, disons, de violence. C'est-à-dire, ici, nous avons environ 14 millions de personnes, des enfants qui sont dans les zones où nous avons eu un focus sur, c'est-à-dire dans le cadre de l'élaboration également par la même occasion, c'est-à-dire le soin, c'est-à-dire le soin psychologique. Donc, il y a certaines des choses qui ont été menées. Donc, ici, nous avons la violence de père à père. Comment est-ce que cela se manifeste? Et la prévalence de détresse psychologique et toute connexion entre les deux. Donc, mes participants d'intérêt, c'est-à-dire sont environ de 13 à 17 ans. L'exposition était c'est-à-dire les questions de violence, c'est-à-dire les soins à vie aux questions ou bien des soins à vie pour répondre à leurs préoccupations, ou bien aux dommages causés par la violence de père en père. Et donc, il est également important de pouvoir avoir la participation dans le programme de prévention des violences que nous avons implémenté au Kenya. Si ou non, nous aurons eu certaines contribution au regard de la détresse psychologique et la prévention au regard de la population choisie. Donc, il y a une analyse descriptive à voir, un résumé des bases de l'ensemble des données. Également, essayer de comprendre l'association et les moyens, les modèles de prévention, le modèle de logistique de prévention pour essayer de quantifier l'association entre ces différents niveaux variants de prévalence. Et donc, ce que les résultats nous montrent, c'est que à travers à travers tout le processus, nous avons eu une, une répartition assez particulière de femmes et d'hommes. Donc ici, nous avons une répartition, en fait. Ici, nous avons de 13 à 15, c'était une plus grande proportion. Tout chacun d'entre eux, c'est-à-dire, sont allés
étaient à l'école également, ils sont dans la période à laquelle fut mené l'événement. Donc, bien que nous parlons de l'intervention ici, il faut avoir des moyens pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons approcher ces différentes questions. Les résultats montrent que entre les femmes, entre les hommes, il y a, c'est-à-dire lorsque nous regardons à l'axe, là où nous avons la question genre, nous avons de hauts pourcentages, des pourcentages assez élevés. Désolé, on n'entend pas bien l'orateur. En ce qui concerne la question sur la victimisation, nous avons l'acte de violence. Nous avons vu que les femmes, c'est-à-dire c'est là, elles étaient plus susceptibles de faire objet de violences de père. Donc ici, cette table nous montre qu'il y a une association de par sexe, par âge, par groupe, c'est-à-dire primaire, secondaire, l'expérience de la violence physique, aussi bien que les années passées de violence physique, aussi bien que la participation dans le programme de violence de prévention de violence. Et donc, il y a une question qui a été posée. Donc, par exemple, est-ce que vous avez été enseigné sur la prévention de la violence et où est-ce que cela a eu lieu, par exemple? Ce sont des questions qu'on leur posait, juste pour voir le niveau d'information au regard de ce genre. Du point de vue logistique, ce que nous pouvons dire avec toute certitude, c'est que l'expérience, c'est-à-dire ceux qui ont expérimenté une sorte de violence, les éléments se révélaient deux fois. Les femmes présentaient plus de conséquences, plus de dommages que les hommes. Lorsqu'on regarde la catégorie, c'est-à-dire la tranche d'âge, c'est de 16 à 17 ans. Et également, le fait que les deux parents, c'est-à-dire soient vivants, ça pourrait avoir un impact négatif sur les adolescents de 16 à 17 ans. Et également, leur niveau de participation dans les programmes de prévention de violence. C'est-à-dire, de manière très intéressante, ceux qui ont participé dans les programmes de prévention de violence c'est-à-dire présentaient des indicateurs plus graves, c'est-à-dire de détresse psychologique, c'est-à-dire reportaient, il y avait même, c'est-à-dire des détresses psychologiques plus sévères comparées à ceux-là même qui n'avaient pas participé à ce programme. Donc, de par ce que nous voyons, c'est-à-dire l'aspect genre est maintenu, où on voit que les femmes souffrent plus de détresse comparée aux hommes. Donc, nous avons la variation d'âge. Et cela également met en évidence comment est-ce que les décideurs politiques et les metteurs en œuvre ont besoin de concevoir certaines des interventions qui ont certaines implications qui sont ici partagées ici. Donc, les implications sont partagées ici. On essaie de répondre à ces préoccupations sur la base des données, c'est-à-dire il y a besoin d'avoir une éducation basée sur le genre au regard de la santé mentale et également est en mesure de donner c'est-à-dire fournir aux enfants des mécanismes ou bien des compétences euh, les compétences qui leur permettront de pouvoir gérer toutes ces éventualités. Et également, depuis une perception, une connaissance, c'est-à-dire qui leur permettra de pouvoir développer également leur personne, comment est-ce que les femmes interagissent avec les hommes, des choses qui leur permettront des choses qui leur donneront d'être moins violentes et moins vulnérables à des détresses sévères. Et il est dit également que des adolescents de 16 à 17 ans sont plus susceptibles de souffrir des détresses, disons, d'ordre psychologique. Donc, il faudrait bien mettre au point des mécanismes qui leur permettront de pouvoir développer une certaine résilience. À raison du fait que les données ont montré une certaine association entre la violence physique et la santé mentale. Cela montre que dans les endroits où nous avons c'est-à-dire on doit mettre un accent au regard de là où il y a une susceptibilité de violence physique, c'est-à-dire les écoles et autres. Il faut avoir une bonne intervention en matière de réponse et donner le conseil
et disons, l'assistance à ceux-là, mais qui ont fait objet de violences mentales au sein des institutions d'éducation au niveau secondaire où nous avons les 16 et 17 ans, les enfants de 16 et 17 ans. Il doit y avoir beaucoup de sensibilisation afin de réduire la stigmatisation et assurer une montée mentale. Et il faut également un engagement des parents, c'est-à-dire avoir les deux parents qui vivent, qui continuent également qui vient ajouter, disons, un autre poids sur la santé mentale de l'enfant. Donc, il y a cette intervention afin de pouvoir répondre le risque de la santé attends, c'est-à-dire ce qui concerne la découverte de la participation. Peut-être que ici, nous avons, bien qu'il y ait des programmes de prévention des violences, on doit essayer de voir comment est-ce que cela répond aux nécessités, aux besoins en matière de santé mentale. Comment est-ce que cela peut permettre de répondre à la question de la violence comme une question à part, c'est-à-dire au lieu de, hein. Donc, en fait, les programmes, la question de violence ou plutôt de violence ne doit pas seulement, c'est-à-dire être limité à bien d'experts, c'est-à-dire nous devons nous assurer de ce que cela inclut un spectre assez large de questions, y compris la question de la santé mentale. Donc, il y a certaines questions d'ordre structurel qui ont besoin également d'être prises en considération. Nous avons besoin de continuer avec des politiques qui viennent contrecarrer les actions de nature violente dans les différentes configurations telles que les écoles et autres, tout ça, et comment est-ce que nous pouvons intégrer très dans les systèmes, c'est-à-dire dans le fonctionnement, l'opérationnalisation des systèmes, dans les différentes structures, comment on peut adopter des politiques prohibées qui sont contre qui assurent un soin du point de vue mental, une sensibilisation pour les questions du point de vue mental. Bonjour tout le monde, je me nomme Constanza. Je suis très heureuse de présenter notre prochaine panéliste. Akani est un professionnel de la santé qui vient de la Côte d'Ivoire. Il a une grande expérience dans le domaine de la santé infantile et santé maternelle. Il a bien sûr travaillé sur des questions, mené des enquêtes et des sondages sur les conséquences de violences physiques sur les adolescents en Côte d'Ivoire. Bon, demain, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. Il semble que cela ne s'affiche pas de mon côté. Je ne sais pas quel est le problème. Serait-ce possible que vous partagiez la présentation de votre côté? Oui, bien sûr, je peux le faire. Donnez-moi quelques minutes et je le ferai. Est-ce que vous pouvez maintenant voir votre écran s'afficher? Oui, bien sûr. Alors, veuillez me faire savoir s'il faudrait passer à la prochaine diapositive. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour présenter cet exposé et partager les expériences de violence physique au sein des adolescents en Côte d'Ivoire. Prochaine diapositive. La violence contre les enfants est une question capitale qui est bien sûr une conséquence pour leur bien-être et en dépit de différentes stratégies et leur compréhension est nécessaire afin de pouvoir juguler la situation. Alors, cela est très important. Le rôle des parents est très important pour pouvoir bien sûr éliminer les différents modèles. Il y a eu bien sûr des recherches qui ont abordé
l'impact, bien sûr, de ces différentes personnes et essayer d'examiner les différentes tendances et voir comment est-ce que les différents groupes pourraient, par exemple, être victimes de ces différentes violences, tout en tenant compte, bien sûr, des changements socio-économiques qui deviennent un véritable défi. Dans cette recherche, qui examine le statut économique des violences en Côte d'Ivoire dans les pays à revenu moyen intermédiaire, bien sûr, en tenant compte du contexte de la Côte d'Ivoire qui est un pays de l'Afrique occidentale qui a été victime de conflits entre 2019 et 2009 pardon, et 2011. Ce nouveau changement ou ce changement socio-économique a introduit un nouveau statut. Alors, j'ai essayé de pouvoir colmater la brèche en essayant d'investiguer la relation ou le lien qui existe entre ce statut socio-économique et la violence physique. Prochaine diapositive. Alors, les données utilisées ici ont été obtenues du rapport du rapport qui a été mené en 2019, qui a été fait pour les ménages au niveau national. Et en ce qui concerne la conception, nous avons tenu compte, bien sûr, d'un processus à différents niveaux. Il s'agit là d'une étude sur les violences physiques perpétrées par des partenaires toute une vie et nous avons essayé de tenir compte des variables, à savoir le statut socio-économique. Nous avons utilisé des méthodes qui tiennent en considération quelques indicateurs. L'idée ici, c'est que ces variables représentent les différents changements au statut socio-économique. Nous avons parlé, par exemple, nous avons tenu compte de l'âge, du sexe, de la situation euh, conjugale de la personne. Et dans cette étude, nous avons utilisé répondants qui enquêtaient âgés de 13 à 14 ans. Et nous avons essayé de créer un certain modèle démographique. Nous avons bien sûr utilisé des modèles qui pourraient répondre et euh, traduire pardon, le statut socio-économique. Et tout cela a été inclus dans le sondage. Prochaine diapositive. Le nombre total de participants, à savoir 2400, on a remarqué qu'il y a plus de 70% de ces personnes qui sont victimes de violences et leur âge moyenne est 18 ans. Nous avons un nombre égal d'adolescents qui sont victimes de violences. La distribution est presque égale avec 28% qui sont des hommes et 36 qui représentent des femmes. Prochaine diapositive. En ce qui concerne les différentes variables indépendantes du statut socio-économique, nous avons remarqué que cela a été également réparti. Il y avait une différence entre, nous avons essayé de ventiler cela du plus pauvre au plus riche. Le statut socio-économique a montré qu'il y a un lien considérable avec la violence physique perpétrée. Prochaine diapositive. Nous avons nous avons utilisé de nombreux modèles. Nous nous sommes focalisés sur le dernier, étant donné qu'il a été le plus considérable. Alors, le dernier modèle présenté ici montre vraiment que la situation socio-économique est très importante et capitale. Sur la base de ce modèle, il y a il y a plus de 1,7 fois plus élevé que euh, les cas précédents et ce nombre de personnes qui sont victimes de violences physiques, on nous sommes rendus compte en fait que la population la plus affectée sont les adolescents, les jeunes et plus particulièrement les personnes qui vivent dans les zones les plus pauvres et aussi les ménages intermédiaires ce qui représente 2,1, 2,4 et 2,9 de manière respective
comparé à ceux qui vivent dans les ménages les plus riches. Il y a d'autres variables en ce qui concerne, par exemple, l'âge, le sexe, le genre, qui montrent qu'il y a un effet considérable dans ce modèle. Prochaine diapositive. Qu'en est-il de l'implication? L'implication que nous tirons ici montre que il faudrait avoir des mesures d'intervention pour pouvoir répondre à cette violence au sein des adolescents. Alors, il faudrait avoir de nombreux outils assez importants pour pouvoir atténuer la violence physique en étant en mesure de renforcer la croissance économique, plus particulièrement des communautés à revenus faibles et moyens. Il faudrait bien sûr être en mesure d'avoir des programmes de création d'emplois, essayer bien sûr de réduire la vulnérabilité à la violence physique, plus particulièrement dans les endroits qui sont euh, marqués par la disparité économique. Il faudrait avoir également des mesures préventives afin de pouvoir mettre sur pied des efforts concertés pour pouvoir éviter la violence physique. Et cela nécessite bien sûr des campagnes, l'implication de la communauté pour pouvoir aborder ces questions et traiter de cela. Et essayer de pouvoir inclure les services de soins de santé et habiliter les professionnels de la santé pour les conseils, les soutiens. Et de plus, il faut reconnaître également le caractère interlié entre l'âge, le genre, ainsi que le statut économique, ainsi que des approches qui reconnaissent bien sûr ces différentes dynamiques. Tout cela est très important dans euh, pour pouvoir bien sûr inclure les professionnels de la santé, renforcer euh, renforcer les capacités et tout cela est important pour pouvoir habiliter les travailleurs dans ce domaine de la santé ainsi que les affaires sociales. Il faudrait bien sûr renforcer les opportunités ou créer des opportunités d'emploi pour réduire la violence au sein des adolescents. Cela nécessite des politiques et des interventions au niveau national et j'aimerais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, c'était une très belle recherche. Je vais maintenant passer la parole à la prochaine oratrice, Daisy Chelanga. Elle travaille en tant qu'associée de recherche à l'Université Aga Khan au Kenya. Elle apporte son soutien. Elle a une formation en statistique et s'intéresse particulièrement à la transformation des données de preuves exploitables grâce à l'application de méthodes statistiques robustes. Nous avons apprécié, bien sûr, de l'avoir appliqué ses compétences. Elle a exploré le lien entre la violence émotionnelle et la détresse mentale chez les adolescents au Kenya. À vous, Daisy. Merci, Judy. Judy a déjà partagé mon exposé. Comme je l'avais dit, je travaille comme associée de recherche à l'université. Alors, j'ai essayé d'examiner l'impact sur la santé mentale de la violence faite aux adolescents. J'aimerais donner le contexte de cette violence. Il s'agit là de l'usage de violence pour pouvoir, par exemple, contrôler euh, le bien-être émotionnel ou l'estime de soi des jeunes ou des enfants. Peut-être que souvent, cela ne laisse pas des marques visibles, mais cela montre que ce genre de violence affecte un enfant même quand il grandit. Cela dit, au Kenya, par exemple, la violence contre les jeune a été l'objet de recherches, hein. Il y a eu une première recherche en 2004, en 2010, pardon, et après en 2019. En 2010, nous avons remarqué que 14% de ces violences contre ces jeunes femmes sont faites contre les jeunes filles et 34 représentent le taux de prévalence de violence chez les jeunes femmes. Après cela, le Kenya était le gouvernement plus particulièrement avec d'autres parties prenantes été en mesure de mettre sur pied des mesures pour assurer que la violence contre les enfants plus particulièrement est réduite. L'une des interventions était les différentes interventions où le gouvernement a essayé de mettre sur pied des politiques
qui réduisent le mariage pour enfants. Et pour la recherche de 2019, nous avons remarqué que ces recherches ont montré qu'il y avait une réduction de 50% de violences contre les femmes et les jeunes filles et plus de 80% contre les jeunes garçons. Cependant, sur la base de ces données de 2019, il y a toujours la prévalence de la violence contre les enfants au Kenya. Cela cause, bien sûr, la nécessité d'une analyse plus poussée des données vagues pour comprendre comment les violences se produisent, surtout au niveau de la sous-population, et afin de pouvoir mettre sur pied des mesures d'intervention, afin de pouvoir juguler la violence contre les enfants et toute autre forme de violence. Alors, cette analyse fournit une compréhension beaucoup plus poussée et détaillée de la violence faite aux adolescents entre 13 à 19 ans. Cela nous permet également de comparer la violence faite aux enfants qui sont à l'école et ceux qui ne sont plus à l'école. Alors, en ce qui concerne la santé mentale, cette étude nous permet de comprendre l'impact que pourraient avoir les violences sur leur santé. En ce qui concerne les variables, nous avons parlé par exemple des violences perpétrées par les parents, les partenaires intimes, les pères, ainsi de suite, sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons ciblé les adolescents âgés de 13 à 19 ans. Euh, Nous avons utilisé une échelle de détresse psychologique, le Kessler. Alors, c'était une sorte de questionnaire qui a à peu près 15 questions et cela peut permettre d'avoir au moins 25 comme moyenne. Alors, nous avons essayé de catégoriser différentes personnes, par exemple ceux qui ont moins de 30 comme moyenne, c'est-à-dire qu'ils n'ont très peu ils sont pas en détresse psychologique. Et ceux qui ont plus que ça, alors, sont en situation de détresse psychologique. Nous avons utilisé aussi d'autres variantes comme l'âge, le genre, la situation économique, ainsi que la scolarité. Euh, Nous avons aussi utilisé, par exemple, euh, pardon, je n'arrive pas vraiment à percevoir l'orateur. Alors, en ce qui concerne les résultats, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, dans ce tableau, il s'agit là de différentes violences émotionnelles perpétrées au cours d'une vie au sein des adolescents. Nous avons essayé de les ventiler en deux groupes, les enfants qui sont à l'école et ceux qui ne sont pas à l'école. Comme vous pouvez le voir ici, les personnes qui sont victimes de violences émotionnelles perpétrées par des parents ou des partenaires intimes ou des pères ainsi que des pères sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus élevés comparés pour ceux qui ne sont pas à l'école comparés à ceux qui vont à l'école. Alors, les adolescents qui ne sont pas à l'école sont beaucoup plus victimes de ces violences émotionnelles comparées à d'autres, à leurs partenaires qui vont à l'école. Je suis allée plus en détail et j'ai essayé d'examiner un modèle pour pouvoir examiner les différents facteurs qui sont associés à la mauvaise santé mentale au sein des adolescents. Comme vous pouvez le voir ici, la mauvaise santé mentale est reliée à l'âge et les violences émotionnelles qui sont perpétrées par les parents et les pères. Alors, on a l'impression ici que les hommes, pardon, ont une meilleure santé mentale que les femmes. Comme vous pouvez le voir ici, sur la base de ces résultats, nous sommes rendus compte que les communautés, même sur la base des statistiques descriptives dont nous disposons, les pères sur les réseaux sociaux sont victimes, sont auteurs de violences émotionnelles beaucoup plus que les pères de manière physique. Depuis la COVID-19, la plupart des choses que nous faisons se produisent en ligne. Par exemple, même les cours, les leçons et tout ça. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des adolescents sont beaucoup plus victimes de ces violences en ligne. Et c'est justement la raison pour laquelle, et cela justifie ou explique, pardon, la raison pour laquelle la plupart des violences se produisent en ligne. Alors,
ici, nous faisons appel à la communauté internationale. S'il y a possibilité d'avoir des interventions qui ont pour objectif d'informer et de sensibiliser les différentes populations contre la violence en ligne. Il faudrait également qu'au niveau national, les gouvernements soient en mesure, dans les pays, de manière spécifique, soutiennent les enfants qui ne vont pas à l'école, les adolescents qui ne vont pas à l'école. Au Kenya, par exemple, nous avons des enfants qui vont à l'école au niveau élémentaire, secondaire et à l'université. Alors, il faudrait être en mesure, par exemple, de cibler les personnes qui sont à l'université. Car pour la plupart du temps, nous ciblons uniquement les personnes qui vont à l'école primaire et secondaire. Il faudrait également, en plus de cela, comme recommandation, avoir un appui familial afin que les parents soient conscients que les enfants sont victimes de cette souffrance et il faudrait mettre sur pied des mesures pour pouvoir les protéger contre toutes ces violences en ligne. Lorsque vous examinez le rapport de 2019, vous allez vous rendre compte que la plupart des adolescents ont souligné que la première fois qu'ils ont été victimes de violences émotionnelles ou toute autre forme de violence, c'était quand ils étaient à la maison. Alors, nous avons besoin d'avoir des interventions qui ciblent les familles et qui ciblent les parents afin qu'ils puissent avoir conscience ou prendre conscience de cette situation et soient plus compréhensibles. Et essaient de pouvoir traiter ces champs de violence au niveau de ménage. Et il faudrait également que les institutions y prennent part, par exemple les universités, les hôpitaux. Il faudrait vraiment que ceux-ci puissent épouser ces idées d'intervention afin de pouvoir juguler ces différentes violences émotionnelles. Quand vous examinez la situation des jeunes, vous comprenez qu'il faut vraiment les aider afin qu'ils puissent se débarrasser pour pouvoir éradiquer cela autant que faire se peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daisy. Je vais passer à notre prochain panéliste. Il s'agit là de Velasquez, qui est professeur et chercheur à l'École de santé publique de l'Université de Colombie. Sa recherche porte sur les différents contextes dans lesquels euh, l'on peut examiner les différents facteurs, pardon, pour pouvoir améliorer la santé des populations et éliminer les inégalités en matière de santé. Elle a examiné ce sujet à profondeur et a essayé d'examiner ce sujet au niveau a examiné pardon, les conditions individuelles, familiales et municipales en ce qui concerne la violence en Colombie. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je vais essayer de parler des résultats de l'analyse de ces données vagues en Colombie. Alors, nous allons essayer de parler, par exemple, de différents facteurs dans ce cadre. Je vais commencer en parlant d'abord de la Colombie. Nous sommes situés en Amérique du Sud. Nous sommes 44 millions d'habitants et nous représentons, euh, nous avons une population les jeunes représentent, pardon, un tiers de la population, ça dit 12 millions. Et en Colombie, nous avons fait une étude en 2018 qui a couvert 41%, pardon, les 41%, je veux dire, des personnes enquêtées ont montré qu'elles sont victimes ou ont été victimes d'une manière ou d'une autre de violences physiques, sexuelles et émotionnelles avant l'âge de 18 ans. Environ 30% des jeunes ont été exposés à la violence au sein de la famille et plus de la moitié de ces jeunes ont été victimes ou ont été témoins oculaires de ces violences au sein de leur famille ou dans leur communauté. Alors, sur ce, nous avons pensé que la violence contre les jeunes ou les enfants est une véritable préoccupation. Alors, il faudrait bien sûr comprendre les données vagues afin de pouvoir juguler ces problèmes. Alors, nous avons aussi été en mesure de comprendre le lien entre les individus, les relations, les partenaires, les communautés et même d'autres facteurs sociétaux. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait souligner, bien sûr, tenir compte des conséquences sur les individus et les ménages, mais il faudrait également tenir compte de l'importance de la communauté et des facteurs contextuels. Ceci dit, la recherche a essayé d'évaluer le rôle de la communauté, la famille et d'autres facteurs individuels
en ce qui concerne l'expérience de violence au sein des jeunes âgés de 13 à 24 ans. Nous avons utilisé les données représentatives nationales. Alors, nous avons essayé de regrouper cela afin de pouvoir sélectionner des individus, pardon, âgés de 13 à 24 ans dans les municipalités colombiennes, y compris, bien sûr, les municipalités que nous jugeons prioritaires, étant donné qu'elles ont été exposées à des conflits au niveau national. Nous avons remarqué également qu'il y a une transversalité entre ces données et au niveau 1, c'est-à-dire les ménages, les individus, au niveau 2, les municipalités et au niveau 3, le département. Nous avons essayé également de comprendre les expériences tout au long d'une vie de violence de toutes sortes d'auteurs. Pardon, nous avons parlé ici, par exemple, de la violence physique, sexuelle et émotionnelle. En ce qui concerne la violence sexuelle, nous avons parlé par exemple des attouchements, des tentatives de viol ou des pressions coercitives. En ce qui concerne les violences émotionnelles, nous avons examiné les insultes, la menace verbale. Concernant les variables, nous avons vous allez voir ici un cadre écologique que nous avons utilisé. Nous avons exploré les conséquences tout en tenant compte de l'âge, l'ethnie, l'éducation, l'emploi, les statuts familial, la violence au sein des familles. Nous avons essayé d'examiner les zones où l'on réside. Nous avons examiné également le statut au niveau des ménages, l'insécurité alimentaire. Au niveau de la municipalité, nous avons examiné la conséquence de la pauvreté, le taux d'homicide, la prévalence de violences spécifiques. Cela veut dire ici que la prévalence de violences spécifiques au niveau de la municipalité par exemple. Donc, tout en parlant de cas physiques, sexuels et émotionnels, nous avons essayé de voir quelle influence ceux-ci peuvent avoir sur une personne afin que celle-ci devienne victime de violences. Nous examinons quelles sont les conséquences que pourraient avoir ces violences physiques, sexuelles et émotionnelles sur ces personnes. Nous avons également examiné et spécifié un plan hiérarchique à différents niveaux. Le premier niveau, c'était au niveau des ménages et le deuxième au niveau de la municipalité. Les résultats clés montrent qu'au moins la moitié de la population âgée de 13 à 24 ans a été au moins victime de violences au cours de leur vie. Les, les garçons sont plus victimes de violences que les filles et au niveau physique et vice-versa. Alors, nos résultats montrent également que la moyenne nationale pourrait, par exemple, avoir des résultats qui déraillent, car euh, cela varie d'un endroit à un autre. En ce qui concerne la prévalence au niveau familial de la communauté, ce n'est toujours pas la même chose. Au niveau de la municipalité, nous avons aussi remarqué qu'il y a un différent modèle. Donc, d'un endroit à un autre, c'est différents modèles qui prévalent. Alors, nous avons essayé d'examiner que cela et la tendance est que d'une municipalité à une autre, les violences sont différentes et le modèle est totalement différent. Alors, nous avons commencé à poser la question, pourquoi est-ce que c'est le cas? Alors, les différences peuvent être dues aux références de gens d'enfants qui vivent dans ces municipalités. La différence que nous avons vue ici, c'est que cela pourrait être dû aux différentes références des caractéristiques des différentes municipalités ciblées. C'est vrai que cela peut avoir également des explications pardon, contextuelles. Nous avons été en mesure d'examiner ces effets contextuels. Euh, nous avons vu qu'il ne s'agit pas simplement des différentes caractéristiques ou traits de caractère des personnes, mais également des endroits où ils vivent, où ils travaillent. Alors,
Par exemple, nous avons remarqué que en ce qui, la couleur rouge montre, par exemple, des facteurs au niveau individuel des ménages administratifs. Vous allez voir la préoccupation qui prévaut. En ce qui concerne le temps, nous allons essayer de toucher seulement les points les clés. Nous avons remarqué que pour les hommes, le risque le plus élevé pour les jeunes âgés de plus de 17 ans qui ont des partenaires intimes ou des familles ou qui sont des orphelins ou qui ont été victimes de violences au sein de leur famille ou des communautés sont plus susceptibles d'être victimes de violences au cours de leur vie au niveau de la municipalité. Alors, nous avons remarqué que les violences physiques, émotionnelles et sexuelles sont très prévalentes au niveau de la municipalité avec un niveau très élevé de victimisation et d'homicide. En ce qui concerne les jeunes filles, nous avons vu qu'il y a une grande différence d'un ménage à un autre et d'une municipalité à une autre. Ici, nous voyons différents types de violences, euh, par exemple au niveau des violences perpétrées par les partenaires intimes, l'emploi, les violences de la communauté. Alors, ces différentes filles qui ont été victimes ou qui ont grandi dans ces milieux ont un risque plus élevé de subir ces mêmes choses. Au niveau de la municipalité, les personnes qui vivent dans les zones qui ont une prévalence élevée de violence sont plus enclins à être victimes de violence. Quels sont les résultats clés de ces différentes analyses? Alors, nous nous avons rendu compte que la moyenne nationale supprime des différences contextuelles très importantes. Par exemple, en Colombie, les espaces, la prévalence de violences sexuelles et émotionnelles et physiques sont très prévalentes. Alors, nous avons également remarqué qu'au niveau individuel, il y a des facteurs au niveau individuel des ménages et des municipalités qui sont très importants qui permettent d'expliquer la violence contre les filles, les enfants, les adolescents et les jeunes. Alors, cela dit, il faudrait bien sûr tenir compte de cela au niveau des familles, des écoles. Cela est très important il est très important de tenir compte de la violence géographique afin de pouvoir identifier les différentes zones qui ont un taux très élevé de prévalence dans ce pays. Dans ce pays. Alors, en ce qui concerne les actions qui peuvent être analysées sur la base de l'analyse, nous avons compris qu'il faut créer des opportunités pour autonomiser la femme, renforcer les appuis économiques au niveau des familles, au niveau de la femme, des ménages. Il faut créer un environnement protecteur afin de pouvoir promouvoir les relations au niveau de la famille. Il faut également, au niveau de la municipalité ou des communes, il faudrait intervenir afin de pouvoir prévenir des nuisances à l'avenir dans ces zones où les jeunes sont très susceptibles d'être victimes de violences. Il faut faire la promotion de normes sociales dans ces zones afin de pouvoir protéger contre les violences et même avoir des mesures protectrices au niveau de la communauté. Il faudrait également renforcer un système de gestion et de suivi à différents niveaux. En Colombie, nous avons seulement une seule mesure en ce moment. Alors, cela date de depuis 2015. Alors, il faudrait bien sûr avoir une autre étude qui va analyser les différentes tendances. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole au dernier euh, orateur. Il s'agit de Chelène, qui est maître de conférence au département de psychologie et de travail social de l'Université de Namibie. Elle enseigne dans les programmes de premier et deuxième cycle. Alors, elle travaille sur la question de bien-être, de santé mentale des enfants. Elle a approfondi ses intérêts en utilisant les données de vagues. Et elle essayait de voir les relations qui existent entre les violences des pères, répétées par les pères et les aides-soignants. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde, je me nomme Chéline et je vais présenter mon analyse aujourd'hui qui concerne les aides-soignants ainsi que les violences perpétrées par les aides-soignants et les pères et leur lien avec la violence sociale. Alors, j'aimerais donner un petit contexte. Alors, ici, par exemple, nous essayons de comprendre le lien qu'il y a et l'effet que cela peut avoir sur les enfants. Alors, vous allez vous rendre ici compte que les données récentes montrent que il y a un nombre très élevé de la population qui souffre de violence. Le lien entre l'exposition à la violence a été montré dans d'autres contextes et cela s'applique bien sûr à notre contexte en Namibie. Cela va nous permettre de comprendre le rôle de l'exposition à la violence dans ce contexte de la Namibie. C'est un pays qui est en Afrique australe, qui a une population de 2,5 millions. 43% de la population est jeune. Alors, il y a une inégalité consistante en ce qui concerne les revenus. Ça sous-entend que de nombreux jeunes sont très vulnérables en ce qui concerne la situation socio-économique. Alors, il y a de très bonnes législations sur pied afin de pouvoir protéger les enfants. Nous avons par exemple des lois pour le droit de l'enfant et cela donne des procédures claires pour pouvoir assurer que les enfants bénéficient bien sûr de ce soutien dont ils ont besoin. Nous avons un cadre de sécurité au niveau des écoles qui a été publié en 2018. C'est assez très récent dans le domaine de la santé. Cela a pour objectif de pouvoir renforcer et mobiliser et aider au niveau des écoles. Alors, il y a une enquête ici qui a été menée en 2019. Ce programme présente ici également les résultats d'une enquête qui a été mise. Et ici, nous avons de nombreux jeunes qui ont pris part à l'enquête, plus de 5 000 jeunes. Dans cette recherche, je vais utiliser les données des enfants, des adolescents âgés de 13 à 17 ans pour pouvoir déterminer la prévalence des violences physiques, émotionnelles perpétrées par les pères et les aides-soignants ou les membres de la famille qui sont adultes. Et par exemple, parler des différentes conséquences, comme par exemple les suicides qui sont commis comme résultat de cette situation. Nous avons bien sûr des facteurs démographiques et sociodémographiques qui expliquent cela, l'âge, le sexe, euh, la situation d'orphelin, l'insécurité alimentaire, l'appui venant des pères, des parents. Nous avons également des violences perpétrées par les parents ou encore des tuteurs. Et nous avons également essayé d'examiner la détresse au niveau mental. Nous avons examiné des cas d'anxiété, de dépression. Nous avons par exemple des détresses mentales sévères ou modérées. Nous avons essayé d'examiner, par exemple, si ces personnes ont pensé une fois ou ont eu des tendances suicidaires une fois dans leur vie. Nous avons ciblé les personnes âgées de 13 à 17 ans. Nous avons eu plus de 2 000 participants. Il y a eu des filles et des garçons. En ce qui concerne le statut d'orphelin, nous avons remarqué qu'il y avait plus de garçons que de filles qui étaient orphelins. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous avons remarqué que plus de 48% des jeunes n'avaient pas assez à la nourriture, n'avaient pas la sécurité alimentaire. Euh, il y avait une différence entre les filles et les garçons dans ce domaine. Dans cette diapositive, nous présentons ici le niveau de communication entre les parents et les enfants et la relation très proche entre les pairs. Si vous regardez par exemple le graphique à votre gauche,
Nous comprenons ici le nombre de garçons et de filles qui disent, par exemple, qu'ils n'ont pas une bonne relation avec leurs parents. Vous avez, par exemple, 15% de filles qui n'ont pas une très bonne relation et 9% des garçons qui n'ont pas une très bonne relation. En ce qui concerne la relation avec les pères, alors nous avons 30% des garçons qui disent qu'ils n'ont pas une très bonne relation avec leur père et 38% des filles qui n'ont pas une très bonne relation avec leur père. À ce niveau, nous vous montrons ici le niveau de violence à gauche. Nous présentons ici les données de violence de différents adultes et vous pouvez voir ici que sur la base des différents indicateurs de violence physique, émotionnelle, il y avait des violences qui montrent le niveau élevé des effets de la violence, bien que ces différences qui sont vues ici n'affectent pas énormément la différence. Nous avons de l'autre côté, du côté gauche, les violences perpétrées par les pères. En ce qui concerne la violence physique, les garçons étaient beaucoup plus affectés. En ce qui concerne la violence émotionnelle, les filles avaient le taux le plus élevé. Pour la violence physique et émotionnelle, les filles avaient également le taux le plus élevé. Mais dans tous les cas, les filles avaient un taux beaucoup plus élevé. Dans ce diapositive, nous allons parler ici du niveau de détresse mentale et les idées de suicide sur la base de sexe. Par exemple, ici, en ce qui concerne la santé mentale, les filles représentent 2 fois ou plus le nombre de personnes qui ont des tendances à la santé mentale, à un problème mental. En ce qui concerne les idées suicidaires, euh, les les différences entre filles et garçons n'étaient pas très considérables. Lorsque nous explorons cette association et que nous présentons cela, nous avons remarqué que les filles et les garçons ont un niveau beaucoup plus élevé de tendance suicidaire. Lorsque vous regardez le tableau à votre droite, vous allez voir que les filles sont 3 fois plus susceptibles d'être victimes de détresse mentale que les garçons qui ont été victimes de violences. Alors, en ce qui concerne les garçons sont 1,3% ont plus de chances, 1,3% de chances d'être victimes d'idées suicidaires. Alors, vous allez vous rendre compte à ce niveau que les filles qui ont été exposées à la violence ont 70% sont 70% plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires que les garçons. Dans la diapositive précédente, nous avons examiné la violence au niveau de la famille ou des parents. Ici, nous allons examiner la violence perpétrée par les pères. Vous allez vous rendre compte que les filles sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires. Les filles qui sont victimes de violences ont 3 fois plus de chances de, d'avoir des idées suicidaires comparées aux jeunes qui ont une fois de plus été victimes de détresse mentale. En ce qui concerne, par exemple, les idées suicidaires, les résultats montrent également que les filles qui sont victimes de violences par les pères sont plus susceptibles, en fait, d'être victimes ou d'avoir des idées ou des tendances suicidaires. Il s'agit là de quelques conclusions et recommandations que nous avons ici. Environ un enfant sur 5 a signalé avoir été victime de violences physiques ou émotionnelles de ses parents. Cela dit, il est très important que nous ayons des interventions pour pouvoir prévenir la violence aux écoles, à la maison, car il s'agit là des endroits ou des environnements où la violence est beaucoup plus susceptible de se produire. Il faudrait avoir, par exemple, des
cadre de mise en œuvre de protection des enfants au niveau de l'école. Même si nous avons des législations en Namibie qui protègent les enfants, il faudrait bien sûr faire un suivi pour pouvoir assurer la gestion du niveau de violence au niveau des écoles. Alors, ici, nous avons par exemple des idées suicidaires. Ici, il s'agit par exemple d'un résultat assez important car nous avons de nombreuses informations disponibles qui montrent que les enfants qui ont des tendances suicidaires ont des raisons qui justifient cela, par exemple des raisons interpersonnelles, le manque d'emploi ou encore plusieurs raisons qui qui justifient ou qui poussent à avoir ces idées suicidaires. Le plus important ici, c'est de pouvoir réduire ces idées qui mènent au suicide. Il est important également que les jeunes puissent avoir accès à des services de soins de santé mentale au niveau des écoles. Il faudrait que les écoles renforcent les systèmes existants. Il faudrait également habiliter les enseignants. Étant donné la complexité de ce problème, il faudrait être en mesure de dévouer ou dédier des conseillers spécialement là-bas pour aider les jeunes. Par exemple, le ministère de la Santé et les questions sociales pourrait, par exemple, avoir des mesures de prévention de suicide. Il faudrait avoir des efforts ou des mesures collaboratives pour pouvoir y arriver. Il faudrait également essayer de promouvoir des normes sociales qui font la prévention de la violence. Merci beaucoup. Les informations sont disponibles. J'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette étude. Merci beaucoup. Charline. Merci, Charline. Merci beaucoup à tous nos orateurs. C'était des discours très inspirants. Alors, je me nomme Karen Desprez. Je suis très heureux et j'aimerais vous remercier tous ceux qui ont présenté. Alors, je vais essayer d'ouvrir la session questions et réponses. Je crois que nous avons encore 12 minutes. Cela dit, sentez-vous libre de lever la main et de poser vos questions dans la boîte à discussion. Je vais prendre une question qui a été dans la boîte à discussion pendant un bon moment. La première présentation que nous avons, vous avez un certain nombre de... Ici, par exemple, vous parlez, par exemple, des programmes de lutte contre la violence à l'école qui ont montré des résultats. Alors, cela pourrait peut-être être beaucoup plus élevé ou en deçà de ce que nous attendons. Est-ce qu'il faudrait changer la direction, la narrative, le récit pour pouvoir avoir des meilleurs résultats au fil du temps? Merci beaucoup, Karim, et merci pour la question. Peut-être que je souhaiterais me corriger. Lorsqu'il s'agit, par exemple, il y a eu une mauvaise interprétation. Lorsque vous avez les deux parents, alors, vous n'avez pas les deux parents, pardon. Alors, vous êtes plus susceptible d'avoir, peut-être victime de violences émotionnelles. Alors, tout ce qui a un lien avec le soutien ou l'appui émotionnel, le fait d'avoir les deux parents aide beaucoup plus, aide les adolescents. En ce qui concerne le programme, alors, il y a une étude qui montre que est-ce que nous avons la possibilité qui... Est-ce que vous avez participé, par exemple, à la manière de pouvoir gérer la violence, ainsi de suite? Alors, cela dit, nous essayons de sensibiliser, nous essayons de, de changer les normes pour la lutte contre la violence. Cela nécessitera, par exemple, une sorte d'automatisation afin que les jeunes soient conscients de la conséquence des violences et du fait que cela n'est pas normal. Le manque de direction et de conseils les
entraînent la plupart du temps ces différents, sentiments qu'ils ont, alors il faudrait vraiment créer cette prise de conscience des vagues. Alors, cela dit, il faut, avoir un système de soutien, et d'appui, pour pouvoir aider, toutes les personnes, qui sont victimes de violences. Car il faudrait bien sûr comprendre que, la santé mentale est carrément, liée aux violences. Il faudrait utiliser tout cela pour pouvoir bien sûr répondre à ces différentes situations, avoir des programmes et comprendre s'il y a bien et bel et bien, ces situations où il y a une manière de pouvoir, les aider à pouvoir avoir une meilleure santé, mentale. Il s'agit là de ma suggestion. Merci beaucoup. Je suis en sourdine. Merci beaucoup, Anne. Je crois qu'il peut s'agir là d'une possibilité, mais je ne sais pas si c'est possible sur la base de la manière dont la question est posée. Si les personnes sont victimes de détresse ou d'anxiété, est-ce possible pour eux de demander du soutien et de bénéficier de ce soutien? Est-ce que cela est possible également? Oui, bien sûr. C'est le cas, c'est vraiment possible. Je crois que tout cela est très important. Il faudrait avoir ces programmes afin de pouvoir, collaborer, travailler ensemble sur ces questions qui affectent, les personnes pour la plupart du temps. Pour la prochaine question, nous avons Martina Mchenga qui a la main levée. Est-ce que vous souhaiterez poser votre question maintenant? J'ai besoin de vous appeler. Je ne suis pas très sûre. Je ne sais pas exactement comment activer le micro et désactiver. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Super. Alors, maintenant, je peux le voir. Alors, j'ai une question à l'endroit de tous les orateurs. Cela s'applique à toutes les présentations. Je me demande, bien sûr, pourquoi est-ce que personne d'entre eux n'a utilisé euh, les expériences passées de violence. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, par exemple, des expériences passées, vous parlez, par exemple, des violences sur toute une vie? Alors, pour la dernière présentatrice ou l'oratrice, je crois qu'il y a eu beaucoup de différents résultats qui ont été tirés de cette analyse. J'aimerais savoir si elle a pu vérifier la véracité des différents résultats qui ont découlé de son analyse. Merci à vous. Chaline, est-ce que vous souhaiterez répondre d'abord avant que nous passions la parole à d'autres panélistes? Merci beaucoup pour la question. Oui, je n'ai pas mentionné cela. Cependant, j'ai fait une analyse euh, adaptée à différentes variables. Par exemple, nous avons tenu compte, par exemple, de la sécurité alimentaire, de la relation avec les parents, le sexe, ainsi de suite. Alors, j'essayais simplement de répondre à la première question dans mon analyse. J'ai examiné les 12 derniers mois et c'était en fait pour pouvoir, j'ai pensé en fait que c'est important d'utiliser cette exposition à la violence pour pouvoir examiner en fait l'effet sur la santé mentale. Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, dans mon cas, c'était plus ou moins pour une raison technique. Alors, les études passées ou les expériences passées étaient très peu comparées à la violence sur toute une vie. J'avais vraiment besoin d'avoir des exemples concrets pour pouvoir appuyer cela. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai préféré utiliser des données pour toute une vie au lieu de me baser simplement sur des expériences passées, au cours de l'année dernière plus précisément. Est-ce que je peux répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Je crois que l'objectif ici pour moi était
de pouvoir faire figurer un certain nombre ou toute une panoplie d'expériences parmi les différents enquêtés, mais aussi pour pouvoir avoir différentes contributions euh, relatives à la récurrence des violences physiques, ainsi de suite. C'est tout. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Désir? Oui, à mon niveau, en ce qui concerne la violence émotionnelle, sont beaucoup plus clairs lorsque nous parlons, par exemple, de la sur toute une vie, au lieu de parler, par exemple, des expériences passées seulement. Et c'est justement la raison pour laquelle je me suis focalisée sur cet exemple. Pardon. Merci. Est-ce que nous avons encore d'autres questions? Je crois que nous avons encore du temps pour une question supplémentaire. Non, ce n'est pas le cas. Alors, si ce n'est pas le cas, alors nous allons continuer afin de pouvoir respecter le temps. Merci beaucoup une fois. À tout le monde pour votre différentes présentations exposées. C'était assez inspirant et euh, cela aide. C'est vrai que ce n'est pas des résultats homogènes. Chacun a c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'allais pas être en mesure de faire ce que vous avez fait. Alors, j'aimerais bien sûr saluer vos efforts. Vous avez eu différentes perspectives. Lorsque j'examine tous les exposés, toutes les recherches et les études que vous avez menées, j'aime bien le fait que chacun de vous a fait, une étude, tout en tenant compte la question du genre. Alors vous allez voir les différences, qui se produisent d'un genre à un autre. Alors, je crois qu'il s'agit là d'un point très important qu'il faut examiner. Il faudrait continuer d'examiner la question du genre dans toutes ces questions. J'aime bien, en tant que chercheuse, je crois que c'est très important de souligner l'importance des questions contextuelles et sociales qui déterminent bien sûr l'exposition des enfants à la violence. Les questions du genre sont assez transversales, alors il faudrait bien sûr examiner cela, même quand nous examinons les facteurs communautaires, il y a d'autres facteurs heu heu, qui vont au-delà du contrôle des enfants. Par exemple, il y a ce statut socio-économique qui peuvent déterminer, en fait, s'ils sont victimes de violences ou non et il faudrait également, souligner l'importance, de à différents niveaux, en examinant les différents facteurs, de risque, essayer, par exemple, de cibler, différentes stratégies, à différents niveaux, et je croyais que j'ai pensé, en fait, sur la base de tout ce que vous avez présenté, que vos, exposés et contributions étaient assez pertinents. Alors cela dit, félicitations, c'était très impressionnant. Il faudrait bien sûr que je vous contacte dans le futur afin que vous puissiez m'aider avec mon exposé et mes différentes présentations. Alors, je vais m'arrêter ici. Alors, je passe la parole encore à nouveau à Mia et à Charles pour pouvoir clôturer cette session. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup à tous nos exposants, nos intervenants. Merci à tous ceux qui ont pris part de manière patiente à cette discussion. Alors, j'aimerais conclure en disant que sur la base des différents arguments présentés par nos chercheurs, nous avons compris l'importance des facteurs sociaux et contextuels. Nous avons également eu des preuves sur la manière dont la violence peut affecter les jeunes, leur santé mentale, ainsi de suite. Nous avons vu de nombreux exemples d'analyses qui peuvent être possibles sur la base des données vagues. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons demandé de mettre l'accent là-dessus. Car nous, en tant que chercheurs, toute la communauté, certains parmi nous n'avaient jamais utilisé les vagues. J'ai commencé à l'utiliser il y a 2 ans. Ce que nous essayons de montrer ici, c'est que c'est très possible d'utiliser ces données pour pouvoir développer ou pousser à poser des questions intéressantes qui peuvent avoir des réponses et qui nous aideront bien sûr à pouvoir atteindre nos objectifs. Cela est disponible sur les sites web. Je vais m'arrêter là. Et bien avant que je m'arrête, je voudrais également souligner que nous avons besoin des voix des chercheurs à travers le monde pour pouvoir y arriver. Cela est très important car euh, cela a été souligné. Euh, il y a bien sûr des données qui ne sont pas seulement abstraites.
il faudrait pas que cela soit disponible simplement sur les ordinateurs. Il faudrait que nous ayons ces données afin de pouvoir les utiliser et pouvoir les partager. Alors, j'aimerais féliciter nos différents participants, nos panélistes, et j'aimerais bien sûr continuer à examiner vos activités, vos recherches et savoir comment les utiliser. Pour ceux qui s'intéressent davantage au VAC et pensent les utiliser, alors nous vous encourageons. Et vous devrez aussi garder à l'esprit que ces données sont le résultat des différents efforts qui sont entrepris au niveau de la communauté des chercheurs afin de pouvoir avoir accès aux données et pouvoir mener nos activités. Alors, j'aimerais remercier Constanza et Jody pour l'organisation de ce cours, de cette réunion, et nous remercions aux différents participants qui ont posé des questions, qui ont essayé de toucher les points importants, et nous espérons que vous serez en mesure de partager cela avec votre communauté et d'autres personnes qui veulent prévenir la violence. Profitez de votre après-midi, de votre soirée, dépendamment de l'endroit où vous vous retrouvez. Alors, veuillez continuer à suivre nos activités, rester en contact avec nous. Et nous espérons bien sûr avoir l'occasion de discuter encore avec vous. Félicitations encore une fois. Prenez soin de vous et merci beaucoup pour tout. Merci, au revoir.